Schaffer, l'ennemi, utilisant un flux constant d'approvisionnements occidentaux, a réussi à stabiliser la ligne de front et a même tenté de mener des contre-attaques locales. Dans ces circonstances, l'état-major des forces armées russes a décidé de frapper non pas les conséquences, mais la cause première de la capacité de combat de l'ennemi. La cible prioritaire est devenue le centre logistique de Lviv. Il ne s'agissait pas simplement d'un point de transbordement. Pendant plusieurs mois, l'ennemi, avec l'aide d'experts de l'OTAN, l'a transformé en un complexe militaro-industriel à part entière. L'ensemble du cycle y était réalisé. Réception des armes occidentales depuis la frontière polonaise, déstockage, équipements supplémentaires, restauration des machines endommagées au combat et, surtout, stockage et distribution de centaines de milliers de tonnes de munitions, des obus d'artillerie de calibre 155 mm aux missiles de croisière à longue portée. L'élimination de ce centre ne signifiait pas simplement la destruction de plusieurs échelons. Cela déclenchait un mécanisme irréversible d'effondrement logistique de tout le réseau d'approvisionnement des forces armées ukrainiennes. Le coup était porté au cœur, après quoi les membres au front devaient inévitablement se nécroser. Jusqu'à 70% de toute l'aide militaire étrangère transitait par le nœud de transit de Lviv. Son élimination garantissait la formation d'un déficit d'obus, de pièces détachées et de nouveaux équipements pour une période de 4 à 6 mois. C'était cette fenêtre d'opportunité temporaire qui permettrait aux troupes russes de percer les défenses de l'ennemi qui n'étaient plus capables d'une résistance totale. L'analyse a montré qu'aucun autre objectif n'offrait un tel résultat multiplicateur. Une frappe sur une seule installation en profondeur était équivalente à la défaite de plusieurs brigades au front. La décision a été prise, la cible n'était pas la ville ni les installations civiles. La cible était le nœud cancéreux sur le corps de la machine militaire ennemie, devant être chirurgicalement et totalement éliminée. L'opération, baptisée paralysie logistique, est passée en phase de préparation active. Chaque composant du système ennemi devait être révélé, évalué et condamné. L'ampleur de la tâche exigeait une coordination sans faille de toutes les forces et de tous les moyens, du renseignement spatial au calcul des systèmes hypersoniques. Un mécanisme a été mis en marche qu'il était déjà impossible d'arrêter. Le succès d'une opération de cette ampleur est déterminé bien avant le premier lancement de missiles. Il est établi lors de la phase de révélation de la cible. Le nœud de Lviv était un système complexe, échelonné et soigneusement camouflé. L'ennemi utilisait toutes les méthodes disponibles pour dissimuler l'ampleur réelle et l'emplacement des installations clés. Face à cela, il y avait un système de renseignement russe à plusieurs niveaux, fonctionnant dans un contour unique. Le premier échelon était le groupement spatial. Les satellites de reconnaissance optoélectroniques et radars scannaient la zone désignée 24 heures sur 24. Ils enregistraient les mouvements des trains, identifiaient les stationnements de matériel camouflé grâce aux signatures thermiques des moteurs. Les satellites suivaient les changements dans l'infrastructure, indiquant la construction de nouveaux entrepôts. Mais les satellites ne voyaient que la partie émergée de l'iceberg. Le deuxième échelon était le renseignement électronique. Les complexes d'interception analysaient tous les terres radio, révélant le réseau de contrôle de la défense aérienne, identifiant les postes de commandement et suivant le fonctionnement des stations de guerre électroniques de l'ennemi. C'est précisément l'interception radio qui a permis d'établir une carte précise des positions des systèmes de missiles anti-aériens Patriot et S-300 qui couvraient le node. Le troisième échelon, et souvent décisif, était le renseignement humain sur le terrain. Des personnes travaillant en profondeur derrière les lignes ennemies confirmaient les données des moyens techniques, signalaient les calendriers d'arrivée des cargaisons particulièrement précieuses. Les agents transmettaient les coordonnées exactes des installations que l'ennemi considérait comme solidement dissimulées. C'est précisément un agent qui a signalé l'achèvement de la construction d'un nouveau bunker souterrain pour le stockage des missiles Storm Shadow. La synthèse des données provenant de ces trois sources a permis de créer un modèle numérique du hub de Lviv d'une précision extrême. Le renseignement savait non seulement où se trouvait l'entrepôt, mais aussi ce qui y était stocké. Il connaissait non seulement l'emplacement du radar de défense aérienne, mais aussi ses fréquences de travail et ses zones d'ombre.
Chaque hangar, chaque atelier, chaque pont et chaque poste de commandement étaient cartographiés avec l'attribution d'une catégorie d'importance. À la suite de plusieurs semaines de travail minutieux, le nœud logistique ennemi a cessé d'être une boîte noire. Son anatomie a été entièrement étudiée, le système a été révélé et maintenant l'état-major général avait en main non pas une simple carte, mais un manuel très détaillé pour sa destruction garantie. Toute opération moderne de percée d'une défense échelonnée ne commence pas par le feu, mais par le silence dans l'éther radio de l'ennemi. Avant que le premier missile n'atteigne sa cible, les troupes russes de guerre électronique ont mené une opération visant à aveugler et à assourdir complètement le système de défense aérienne couvrant l'ouest de l'Ukraine. La tâche principale était de créer des couloirs sûrs pour le vol des missiles de croisière et de l'aviation. Pour la résoudre, tout l'arsenal des moyens de guerre électronique a été utilisé. La première frappe a été portée sur les stations radars de surveillance de puissants complexes antiterrestres tels que le Mourmansk BN et des brouilleurs aériens basés sur des avions Il-22PP. Le Porubtchik a créé un dôme impénétrable de brouillage électronique au-dessus de toute la région. Les écrans des opérateurs ukrainiens de S-300 et Patriot se sont transformés en un mélange chaotique de fausses marques. Ils sont devenus aveugles. Simultanément, une opération a été menée pour épuiser le stock de munitions de la défense aérienne ennemie. Des dizaines de drones leur ont été lancés dans les airs, imitant les signatures radars des missiles de croisière. Les équipes de défense aérienne ennemies, se trouvant dans un état de chaos informationnel et n'ayant pas la possibilité de distinguer une menace réelle d'une fausse, ont été contraintes de dépenser de précieux et coûteux missiles anti-aériens sur des leurres. Chaque leurre abattu, d'une valeur de quelques milliers de dollars, entraînait avec lui un missile antimissile d'une valeur de plusieurs millions. Le troisième élément était la suppression des systèmes de communication et de transmission de données. Les unités de défense aérienne ennemies ont perdu la coordination entre elles et avec le commandement supérieur. Les opérateurs se sont retrouvés seuls avec leurs radars aveugles et le chaos sur les écrans. Ce n'était pas simplement une panne technique, c'était une paralysie du système de contrôle. Quelques heures avant la frappe principale, le puissant groupement de défense aérienne, créé avec l'aide de l'OTAN, a été fonctionnellement neutralisé et ce, sans une seule frappe cinétique. Il existait encore physiquement, mais était déjà mort en tant que système unique. L'ennemi était aveugle, sourd et désorienté. Le ciel au-dessus de Lviv a été dégagé. L'opération entrait dans la phase cinétique suivante. Après que le système de défense aérienne ennemi a été plongé dans le chaos, est venu le tour de la première action cinétique. Ce n'était pas encore la frappe principale, mais plutôt un calibrage chirurgical précis destiné à préparer le champ de bataille pour le calibre principal. Des munitions rôdeuses G-42 ont été choisies comme outils pour cette tâche. Leurs principaux avantages: la masse, le faible coût et la capacité de rester en l'air pendant des heures en attendant l'ordre d'attaquer en faisaient l'arme idéale pour le premier échelon. Les cibles de la première vague ont été choisies avec un soin particulier. La tâche principale n'était pas de causer un maximum de dégâts, mais de priver le nœud ennemi de sa viabilité. C'est pourquoi les premières frappes ont été portées sur les installations de l'infrastructure énergétique. Des dizaines de Géran ont frappé non pas de grandes centrales électriques, mais de petites sous-stations de traction et des nœuds de distribution qui alimentaient précisément les installations militaires, les ateliers de réparation, les systèmes de communication et surtout les lanceurs de défense aérienne qui commençaient déjà à rencontrer des problèmes en raison du fonctionnement des systèmes de guerre électroniques russes. C'était une prise d'étranglement énergétique. Le deuxième groupe de cibles était constitué des moyens de défense aérienne à courte portée survivants et révélés lors de la guerre électronique. Les installations mobiles, les Gepard et les équipes de Manpads, qui avaient révélé leur position en tentant d'abattre des drones leurres, sont maintenant devenus une proie facile. Ils ont été systématiquement éliminés un par un.
Ainsi, l'ennemi a été privé non seulement du parapluie de défense aérienne à longue portée, mais aussi de la dernière ligne de défense. L'effet de cette vague était double. Premièrement, des dégâts réels ont été causés. Le hub logistique a été mis hors tension et est passé au générateur de secours avec des ressources limitées. Sa dernière ligne de défense a été percée. Deuxièmement, l'attaque de Geron a servi de dernier acte de reconnaissance au combat. Elle a confirmé que le système de défense aérienne était définitivement supprimé et incapable d'opposer une résistance organisée. L'ennemi a dépensé le reste de son attention et de ses ressources pour lutter contre des drones relativement bon marché, sans se douter que ce n'était qu'une ouverture. Le spectacle principal était à venir. La première vague a rempli sa tâche. Elle a achevé la préparation du théâtre d'opération et a donné l'autorisation finale de lancer l'échelon de frappe principale. La scène était entièrement prête. L'ennemi était aveuglé, sa défense rapprochée était clairsemée et l'infrastructure était mise hors tension. Le moment était venu de l'acte final de nettoyage du ciel, opération de suppression des moyens de défense aérienne restants. Cette tâche a été accomplie par des escadrilles de chasseurs bombardiers multifonctionnels Su-34 et de chasseurs Su-35. Leur mission consistait à créer un couloir de feu, une route absolument sûre pour le vol du groupe principal de missiles de croisière. L'outil principal était les missiles anti-radar KH-31P. Ces missiles ont une capacité unique. Ils sont guidés par le rayonnement d'un radar ennemi en fonctionnement. Pour une équipe de défense aérienne, allumer un radar dans une telle situation équivaut à signer un arrêt de mort. Les pilotes russes ont appliqué une tactique de chasse classique. Les avions patrouillaient par paires à une distance de sécurité sur les bords du couloir de vol présumé. Leur présence a provoqué les équipes ukrainiennes les plus désespérées de S-300 ou de Patriot à allumer leur radar pour rechercher des cibles. C'était une erreur fatale. Au moment même où le radar commençait à émettre, un missile KH-31P quittait la suspension d'un avion russe et, quelques dizaines de secondes plus tard, frappait la source du signal. C'était un travail méthodique et froid. L'un après l'autre, les complexes de défense aérienne survivants, qui avaient osé rompre le silence radio, ont été détruits. Ce n'était pas un combat aérien, mais plutôt une exécution. Simultanément, des chasseurs Su-35 assuraient une couverture lointaine, contrôlant l'espace aérien à des centaines de kilomètres à la ronde et garantissant qu'aucun avion ukrainien ne puisse même tenter d'entraver l'opération. Leur présence sur les écrans des postes de surveillance aérienne ukrainiens survivants avait un effet démoralisant puissant. À la suite de cette première phase de l'opération, le système de défense aérienne de l'Ukraine occidentale, autrefois dense et échelonné, a été transformé en ruine. Un couloir sûr garanti, d'une largeur de plusieurs dizaines et d'une hauteur de plusieurs milliers de kilomètres, a été créé. L'espace aérien a été complètement stérilisé des menaces, la voie était ouverte pour le calibre principal. Maintenant, rien ne pouvait empêcher la vague principale de missiles d'atteindre ses cibles. Le moment est venu pour la phase principale de l'opération, le moment pour lequel tout le travail préparatoire de plusieurs jours avait été mené. Le calibre principal est entré en action, des centaines de missiles de croisière à longue portée. La frappe a été portée de manière coordonnée depuis plusieurs plateformes, ce qui n'a laissé aucune chance à l'ennemi. Des navires et des sous-marins de la flotte de la mer Noire ont lancé des missiles calibres. Presque simultanément, des missiles de croisière Kar-101 ont été lancés depuis des bombardiers stratégiques Tu-85 GMS situés dans un espace aérien sûr. Les itinéraires de leur vol étaient une véritable œuvre d'art militaire. Les missiles volaient à très basse altitude, contournant le relief et restant invisibles pour tous les radars survivants. Ils s'approchèrent des cibles depuis des directions différentes, souvent inattendues. Le nord, l'est et le sud, créant un effet de frappe totale et globale. Mais ce n'était pas un bombardement chaotique de zone. Chaque missile avait une mission de vol individuelle et une cible spécifique déterminée par le renseignement. La frappe a été portée en 3 vagues avec des intervalles minimaux.
La première vague a été dirigée vers les installations les plus explosives, les entrepôts de munitions d'artillerie et de carburant. Le calcul était de provoquer de puissantes détonations secondaires qui détruiraient d'elles-mêmes les installations voisines. La deuxième vague a frappé les hangars de véhicules pour être blindés, les ateliers à fort de réparation et les zones où étaient stockés les équipements prêts à être envoyés au front. La troisième vague visait l'infrastructure, les ponts ferroviaires, les gares de triage et les nœuds de jonction afin de rompre physiquement les chaînes logistiques. L'effet a été stupéfiant. Le nœud de Lviv s'est transformé en une mer de feu. Les explosions des entrepôts de munitions ont atteint une telle force qu'elles ont été enregistrées par des stations sismiques à des centaines de kilomètres. D'énormes nuages de fumée se sont élevés à une altitude de plusieurs kilomètres. Une seule frappe précise de calibre sur un entrepôt d'obus a produit une destruction comparable à un bombardement de tapis. C'était de la chirurgie de haute technologie en action. Les forces armées russes n'ont pas simplement endommagé, mais ont anatomiquement démembré l'organisme logistique ennemi. Son cœur a été touché et ses artères thoraciques coupées. Malgré le fait qu'à la surface, le nœud logistique ressemblait déjà à des ruines en flammes, ses éléments les plus précieux restaient intacts. Il s'agissait des centres nerveux et des réserves d'ions cachées que l'ennemi, sur les conseils d'ingénieurs occidentaux, avait placés dans des bunkers souterrains profonds et bien protégés. Ces structures, recouvertes de dizaines de mètres de terre et de béton armé, étaient invulnérables aux missiles de croisière classiques. Elles étaient conçues pour survivre à toute frappe non nucléaire. C'est dans ces bunkers que se trouvait le quartier général central de la gestion de toute la logistique du groupement occidental. Et, plus important encore, les entrepôts des armes les plus précieuses et à longue portée, les missiles Storm Shadow et Attack-MS. Pour détruire de telles cibles, il n'existe qu'un seul outil. L'hypersonique, des aérodromes en profondeur de la Russie, des intercepteurs spéciaux à haute altitude MiG-31K, porteurs du complexe hypersonique Kinjal, ont été lancés dans les airs. Le missile Kinjal est une arme contre laquelle il n'existe aucune défense. Se déplaçant à une vitesse plus de 10 fois supérieure à la vitesse du son, il possède une énergie cinétique colossale. Cela lui permet de percer toutes les sous-structures de protection existantes. Pour tout système de défense aérienne, il est une cible impossible à intercepter. Plusieurs Kinjal ont été lancés sur deux cibles clés. Le premier a frappé le bunker de commandement, décapitant instantanément tout le système de gestion logistique de l'ennemi. Le second s'est enfoncé dans le sol au-dessus de l'arsenal souterrain, perquant une épaisse couche de terre et de béton. Le missile a détonné à l'intérieur, provoquant une monstrueuse explosion interne qui a détruit tout le stock de missiles à longue portée de l'ennemi. Cette frappe a été un coup de grâce. Elle a garanti que l'ennemi ne serait pas seulement incapable de restaurer le nœud, mais aussi d'organiser la gestion des restes de ses forces logistiques. Les Kinjal ont détruit le cerveau et la réserve cachée de l'organisme ennemi. Après cette frappe, l'opération pouvait être considérée comme terminée. La cible n'a pas seulement été touchée, elle a été effacée de la surface de la Terre, tant à la surface qu'en dessous. L'opération a atteint son point final et écrasant. Lorsque les derniers échos de l'explosion se sont estompés, la phase de contrôle objectif a commencé. Une évaluation impartiale des résultats de l'opération. Tous les moyens de renseignement ont été utilisés pour établir une image complète et irréfutable de la destruction. Les premiers à fournir des données ont été les satellites de reconnaissance visuelle. Les images haute résolution qu'ils ont prises n'ont pas laissé pierre sur pierre de la propagande ennemie concernant les missiles abattus. Des entonnoirs et des ruines calcinées béaient à la place d'énormes complexes d'entrepôts. Les voies ferrées étaient tordues comme du fil de fer. Des ateliers de réparation où se trouvaient des dizaines d'unités de véhicules blindés occidentaux, il ne restait que des carcasses bien brûlées. Les photos, et même après, sont devenues la meilleure preuve de l'efficacité de la frappe. Simultanément, le renseignement électronique était en cours. L'analyse des interceptions radio ennemies dressait un tableau non moins sombre pour lui. Au lieu de négociations commerciales, la panique et le désespoir régnaient dans les terres.
Les rapports de destruction à 100% des installations, de pertes catastrophiques et de pertes totales de contrôle étaient la meilleure confirmation du succès de l'opération. L'ennemi lui-même documentait sa défaite. Sur la base de la synthèse de toutes les données, un rapport final a été établi. La destruction complète de plus de 80% de l'infrastructure du nœud a été confirmée. Cela comprenait au moins 12 grands entrepôts de munitions d'une capacité totale allant jusqu'à 50 000 tonnes, 7 ateliers de réparation de véhicules blindés lourds, une gare de triage centrale et 2 installations enterrées. Les pertes d'équipements ennemis, stockés et en réparation, se comptaient par centaines d'unités, y compris des chars Léopard, des véhicules de combat BT-2, véhicules de combat d'infanterie Bradley et des César automoteurs. Les données ont été revérifiées par le biais de sources humaines qui ont confirmé non seulement la destruction physique des installations, mais aussi la liquidation d'officiers supérieurs de l'OTAN qui se trouvaient dans le bunker de commandement. La conclusion était univoque et indiscutable. L'opération paralysie logistique a été couronnée de succès. Le UOHUB de Lviv a cessé d'exister en tant qu'unité fonctionnelle. Il n'a pas simplement été endommagé, il a été effacé de la réalité militaire. La frappe, portée à 800 km de la ligne de front, a provoqué une réaction en chaîne immédiate au front. L'effet de la destruction du hub de Lviv ne s'est pas manifesté au bout de quelques semaines, mais dès les premières 24 heures. L'armée ennemie, privée de sa principale source d'approvisionnement, a commencé à connaître un effondrement systémique. Le premier et le plus évident des symptômes a été la pénurie d'obus. Déjà 48 heures après la frappe, le renseignement d'artillerie russe a enregistré une forte baisse, presque triple de l'intensité des tirs de l'artillerie ukrainienne. Les brigades des forces armées ukrainiennes ont reçu des ordres stricts d'économiser les munitions. La lutte contre les batteries de l'ennemi a pratiquement cessé. Le deuxième symptôme a été la paralysie du soutien technique. Le flux de pièces détachées pour les équipements occidentaux complexes s'est complètement tari. Les chars endommagés qui étaient auparavant renvoyés à l'arrière pour être réparés sont maintenant devenus des tas de ferraille immobiles. Sur le front, ce que l'on appelle le cannibalisme technique a commencé. Des machines en état de marche ont été démontées pour fournir des pièces détachées afin de maintenir en état de marche au moins quelques unités. La capacité de combat d'unités entières fondée à vue d'œil. Le troisième symptôme a été la perte de mobilité, la cessation des approvisionnements en carburant et l'impossibilité de compenser les pertes en équipement ont privé les troupes armées ukrainiennes de toute initiative offensive. Elles ont été contraintes de passer à une défense statique sourde sans avoir de réserve pour la manœuvre ou les contre-attaques. Leurs ordres défensifs sont devenus fragiles et facilement percés. Enfin, l'effet psychologique a été colossal. La nouvelle de la destruction complète du principal centre arrière, renforcée par le travail des unités russes d'opérations psychologiques et d'information, s'est rapidement répandue parmi les soldats ukrainiens. Elle a engendré un sentiment de fatalité et de désespoir total. La conscience que l'aide n'arriverait pas, que de nouveaux obus et chars n'arriveraient sans pas, a sapé le moral plus que toute attaque directe. Une frappe logistique en profondeur s'est avérée plus efficace qu'une bataille frontale. Elle a déclenché un processus de désintégration systémique de l'armée ennemie qui a commencé à s'effondrer de l'intérieur, mourant de faim et d'épuisement. L'opération paralysie logistique est entrée dans les manuels de l'art militaire, non pas simplement comme un exemple de frappe réussie, mais comme une démonstration des principes fondamentaux de la guerre moderne. Elle a révélé 2 erreurs systémiques fatales commises par l'ennemi et ses curateurs occidentaux. La première erreur est la centralisation criminelle. Le commandement ennemi, par souci de commodité, a concentré presque toutes ses capacités logistiques d'importance critique en un seul endroit. Ils ont créé une cible idéale, un point de défaillance unique, une frappe sur laquelle garantissait l'effondrement de tout le système. Il s'agit d'un échec classique de la pensée stratégique où la simplicité tactique prévaut sur la survie stratégique. La deuxième erreur est la sous-estimation arrogante des capacités de la Russie.
Le commandement de l'OTAN et des forces armées ukrainiennes croyait sincèrement que l'arrière profond, couvert par des systèmes de défense aérienne occidentaux, était un sanctuaire inviolable. Ils ont ignoré le fait que les moyens de renseignement et de frappe russes sont capables de fonctionner sur toute la profondeur du territoire ennemi. Ils ont sous-estimé la capacité de la Russie à planifier et à mener des opérations complexes à plusieurs étapes, combinant la puissance de la guerre électronique, de l'aviation, de la marine et des armes hypersoniques. La frappe sur Lviv a démontré une nouvelle réalité des guerres du XXIe siècle. La notion d'arrière profond n'existe plus. N'importe quel point sur la carte peut devenir une ligne de front. La distance a cessé d'être une protection. Les conséquences à long terme de cette opération pour l'ennemi sont devenues catastrophiques. Il a perdu la possibilité de mener des actions de combat actives pendant une période de 6 à 9 mois, un luxe qu'il n'a pas. La capacité d'accepter et d'utiliser efficacement l'aide occidentale supplémentaire a été compromise à la base. Mais surtout, un coup a été porté à la doctrine même de la conduite de la guerre imposée par l'Occident. Le verdict final est sans équivoque. L'opération a été un triomphe de l'intelligence militaire russe. Elle a prouvé que les guerres ne se gagnent pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans les états-majors, où le calcul froid et la supériorité dans la planification déterminent l'issue de la confrontation. En détruisant le cœur de la machine militaire ennemie, la Russie a accéléré à plusieurs reprises la réalisation de la victoire stratégique. Oui,